l'histoire de cet ouvrage qui est perdu, qui s'appelle La Comédie, alors que les autres livres d'Aristote, ils existent et on les a un peu, disons, on les a retrouvés, est le sujet du roman de Umberto Eco, Le nom de la rose, dont a été tiré un film dans lequel le héros était incarné par Sean Connery, que vous voyez à l'écran. Et l'idée de ce roman, c'est de dire que l'ouvrage de La Comédie a disparu parce qu'il dérangeait l'Église. Il dérange l'Église parce que le rire, qui serait le propre de l'homme, est aussi un moyen extrêmement efficace de se moquer des puissants. Et ça, c'est peut-être la base, je dirais, de la pratique de la caricature. Au départ, il y a une forme de rire satirique qui proviendrait là encore de très très loin, mais là, il y a un mythe en fait, hein, c'est le mythe de Momos, qui est un dieu de la satire, qui participe à l'Olympe, et il paraît qu'il a été viré par les dieux de l'Olympe eux-mêmes parce qu'il s'en moquait. Hein. Il s'est moqué de Prométhée qui avait fait un homme dans laquelle il n'y avait pas de petite porte pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur de lui, hein, ce qui aurait été pratique, disait Momos. Il s'est moqué d'Athéna qui a inventé la maison, mais elle a oublié de mettre des roues et vraiment le dieu de la satire se moquait d'Athéna en disant bah, t'es pas maligne, t'aurais pu mettre des roues, ça aurait été quand même vachement plus pratique. Bon, de fil en aiguille, ce dieu de la satire a fortement incommodé les autres dieux et il en a été éjecté. Et, les auteurs ont ridiculisé le barde alors que, dans l'histoire gauloise, le barde ridiculisait par son chant les exploits des guerriers auxquels il s'adressait. Parce qu'un guerrier qui rentrait vainqueur était un guerrier arrogant et il fallait le remettre un peu à sa place par justement cette pratique de la moquerie. Donc c'était une moquerie orale. Dans la pratique de la caricature, il y a autre chose. Comme on joue sur le pouvoir et qu'on l'inverse en quelque sorte, on utilise le ridicule, le rire, pour se mettre en fait au-dessus de ceux qui d'habitude nous dominent, eh bien on est dans cette conception du monde à l'envers. On va, que tout le monde chante. Et il y a un auteur qui est, mais alors indispensable quand on étudie la caricature, c'est Rabelais. Je ne sais pas ce qu'on ferait sans les figures de Gargantua, c'est-à-dire... Ce qui est certain, c'est qu'au XVIe siècle, il invente un archétype monstrueux qui va être réduit pour la postérité à un très grand mangeur. Ce qui est d'ailleurs une occasion de changement d'échelle, puisque Gargantua est énorme. Et vous voyez que ça inspire des caricaturistes. Alors ici, vous avez un exemple d'une caricature de Louis XVI, qui évidemment date de la Révolution française. Là, j'ai coupé en fait, mais il y a des petits numéros parce que on n'était pas sûr que les gens comprennent bien la caricature. On mettait des petits numéros et puis on écrivait en bas les légendes. Et ce qui m'intéresse là, c'est de voir que Louis XVI devient Gargantua. Donc il a une taille supérieure aux autres et a fortiori aux gens qui travaillent, que vous avez tout autour hein, de la tablée, puisqu'il faut nous le fait qu'on tue. Vous avez un ministre qui est ici et qui tue un jeune garçon. On verse le sang et on va donner à boire. Alors bien sûr, celle qui sert, hein, c'est Marie-Antoinette. Hein, parce que, bon, Louis XVI est souvent une sorte de Gargantua, c'est-à-dire il a aussi ce côté un peu benet et il y a la vraie méchante, hein, c'est Marie-Antoinette. En tout cas, dans la caricature populaire, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est